Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, ça sera une présentation à deux voix. Je démarre. Donc, je suis Vincent Bretagnol, je suis directeur de recherche au CNRS. On va parler encore un petit peu d'agriculture, mais pas tant que ça, et certainement pas de météo d'ailleurs. On va plutôt parler de biodiversité, dont il n'a pas forcément été beaucoup question aujourd'hui dans cette journée. Et vous allez voir que les données de biodiversité, elles ont certaines caractéristiques qui les rendent peut-être pertinentes par rapport à l'analyse des données et au stockage des données et de ce qu'on peut en faire. Donc ce qui nous intéresse là, c'est on est dans un contexte agricole, donc typiquement les grandes plaines céréalières, et il y a un enjeu qui est très important, au moins pour les agriculteurs, qui est celui de ce qu'on appelle la flore adventice ou la flore spontanée, ce qu'on appelait autrefois les mauvaises herbes. Donc ça, c'est la biodiversité qui nous intéresse, c'est toutes ces espèces. Et pour vous donner un ordre de grandeur, en France, il y a à peu près 1500 de ces espèces qu'on retrouve dans les champs cultivés. Donc c'est une flore très riche, très diversifiée. Il y a des tas de formes très différentes. Il y a des espèces très rares, il y a des espèces très communes. Je montrerai quelques photos tout à l'heure. Alors les agriculteurs, ils n'aiment pas trop cette flore spontanée parce qu'ils considèrent que ça rentre en compétition avec la culture pour un certain nombre de ressources comme l'azote, la lumière et l'eau. Et donc, depuis des temps, depuis qu'existe l'agriculture, en fait, les agriculteurs cherchent à se débarrasser de cette flore spontanée. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une arme de destruction massive de la flore adventice qui a été inventée. Ce sont les herbicides, dont glyphosate est peut-être le plus célèbre, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a des centaines d'herbicides, de molécules qui sont disponibles pour les agriculteurs. Alors, cette flore spontanée, d'un point de vue d'écologue, c'est des communautés. En fait, ces espèces de plantes, elles vivent ensemble dans un champ ou dans une partie d'un champ. C'est ce qu'on appelle des communautés. Et on s'intéresse beaucoup aux règles d'assemblage de ces communautés parce que c'est évidemment pas aléatoire. Mais par contre, on connaît assez mal et c'est assez compliqué de comprendre les processus d'assemblage qui amènent ces différentes espèces à coexister, bien qu'elles soient toutes en compétition les unes avec les autres. Et puis du point de vue de l'agriculture, voilà, je suis désolé, il y a des petits schmilblick dans les diapos, mais du point de vue de l'agriculture, si on arrive, en tout cas on pense que si on arrive à bien comprendre ces règles d'assemblage, et notamment à faire de la prédiction, on pourra peut-être arriver à diminuer l'utilisation de ces herbicides. Vous avez peut-être entendu dernièrement que le gouvernement avait l'intention d'arrêter le plan Ecophyto, qui est un plan qui a pour objectif de diminuer de moitié l'utilisation de ces herbicides, ce qui est quand même un gros problème en matière de santé publique des agriculteurs comme des habitants. Alors, on bénéficie d'un site d'études tout à fait exceptionnel qui se situe dans la région Nouvelle-Aquitaine, dans le sud des Deux-Sèvres, qui est une zone atelier. Les zones ateliers sont des plateformes de recherche, c'est des laboratoires à ciel ouvert pilotés par le CNRS, qui sont des outils du ministère de la Recherche. En fait, il y a 15 zones ateliers en France, il y en a une seule en région Nouvelle-Aquitaine. Et c'est une zone atelier très agricole. C'est un territoire qui fait 450 km² au sud de Niort. Ce que vous voyez, les petits polygones, là, ce sont des cultures. Cette zone atelier existe depuis 30 ans. Je l'ai créée, en fait. Et on mesure, par exemple, l'occupation des sols agricoles chaque année depuis 30 ans sur les 15 000 parcelles. Donc, on a énormément de données de ce côté-là aussi. Il y a un peu plus de 400 exploitations, une trentaine de milliers d'habitants et des modèles agricoles très, très diversifiés. Alors, les objectifs dont on va parler aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut prédire la flore adventice, donc cet assemblage d'espèces de fleurs, dans une parcelle en connaissant finalement une information assez frustre de type la culture, l'époque où on est dans l'année ou dans le printemps, l'année, la position éventuellement dans cette parcelle. Et pour ça, on va utiliser une base de données qu'on a collectée nous-mêmes, les écologues de Chizé. Là, ici, en l'occurrence, depuis 2017, on a des données antérieures. Et on va essayer d'analyser les déterminants de l'assemblage de ces communautés pour pouvoir faire de la prédiction. Alors, on ne part pas de zéro quand même. Les écologues, ça fait très longtemps sur la flore qu'ils travaillent, notamment dans les prairies permanentes. Il y a eu beaucoup de travaux. Pour vous donner des ordres de grandeur, dans un champ de blé conventionnel, on a à peu près une trentaine ou une quarantaine d'espèces. Dans un champ de blé en bio, à l'échelle de la parcelle, on a souvent 60 à 80 espèces. Dans une prairie permanente, donc qui n'est pas du tout utilisée à des fins agricoles, à part pour la fauche ou le pâturage, on peut avoir 80 espèces au mètre carré. Dans le mètre carré d'à côté, c'est d'autres espèces. Donc c'est pour vous donner quand même une idée de la complexité et de la richesse de cette flore.
Et on sait déjà beaucoup de choses sur la dispersion dans le temps et dans l'espace, dans le temps en particulier, parce qu'en fait, cette flore adventice, elle a la capacité de fabriquer beaucoup de graines qui rentrent dans le sol et qui peuvent rester sans germer dans le sol pendant des années, des décennies, voire des siècles, et germer des dizaines d'années plus tard, à l'issue, par exemple, d'un travail de labour. Donc il y a des phénomènes spatiaux et des phénomènes temporels, et donc spatio-temporels assez complexes derrière ces communautés. Alors les données, il faut les collecter. C'est un petit peu différent. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de données qui se collectent pratiquement automatiquement. Dans le cas de la biodiversité, il faut aller dans les champs, entre autres. Donc on a des outils, des techniques et des méthodes très simples. On pose des quadras dans les parcelles et on regarde qu'est-ce qu'il y a comme espèces et on les dénombre. Voilà quelques exemples de cette flore adventice. À gauche, vous avez des coquelicots, à droite, c'est les bleuets. Et ce que je voulais dire par rapport à ces données de biodiversité, c'est qu'en fait, c'est des données peu nombreuses, parce qu'elles sont très compliquées à collecter, très coûteuses à collecter. Pour l'instant, on n'est pas capable de collecter des données de biodiversité avec des satellites. On n'est pas capable non plus de les collecter aujourd'hui avec de l'ADN environnemental, ni avec des mesures d'intelligence artificielle. Il faut aller sur le terrain, relever les oiseaux, les plantes ou les insectes, identifier toutes ces espèces, ce qui demande une certaine technicité et des capacités. Voilà, donc les données sont assez peu nombreuses. Et en plus, c'est des données qui sont très complexes. Il n'y a pratiquement pas de phénomène linéaire en biodiversité. C'est pratiquement tous des phénomènes non linéaires. La compétition, la prédation, tout ça, c'est non linéaire. Et il y a en plus beaucoup de variables explicatives, ne serait-ce que parce que toutes ces espèces sont en interaction les unes avec les autres. Donc si vous voulez prédire la présence d'une espèce, il faut tenir compte de la présence de toutes les autres. Alors les données rapidement dont on dispose, là dans ce jeu de données, il y a un petit peu plus de 400 parcelles qui ont été inventoriées sur 5 ans. Ça représente 150 000 données initiales, données brutes on va dire. Pourquoi ? Parce que ces quadras, on les répète un grand nombre de fois dans les parcelles. En fait, on a 100 quadras par parcelle qui sont échantillonnés. Donc c'est des toutes petites surfaces, hein, c'est un quart de mètre carré. Donc ça fait quand même pas mal de données. Mais voilà, ça ne représente finalement que 400 parcelles. Sur ce site-là, on a relevé 461 espèces au total. On a fait un petit peu de regroupement parce qu'il y a des espèces très rares ou des espèces qu'on ne peut pas distinguer à l'intérieur d'un genre. Donc au final, ça en fait quand même plus de 350 à la fin. On note aussi les stades floraux parce que voilà, ça nous donne des renseignements sur la phénologie. Et on a travaillé sur 19 types de cultures, mais qu'on a rassemblés ici en 5 types différents. Alors, il y a évidemment la première question qui se pose, c'est quelle est la variable qu'on va vouloir prédire. Et une communauté, je vous ai dit, ça peut représenter des dizaines, voire des centaines d'espèces, mais on a l'habitude, au moins dans un premier temps, de travailler avec des métriques extraordinairement simplifiées et quelque part assez pauvres qui décrivent ces communautés. C'est l'abondance et la richesse. La richesse, c'est le nombre d'espèces, l'abondance, c'est le nombre total d'individus, toutes espèces cumulées ou éventuellement espèce par espèce. Donc on réduit une communauté qui est très complexe à 2 métriques, mais au moins dans un premier temps, ça nous permet d'avancer. Donc l'abondance par parcelle, on l'a calculée à partir de nos données de quadrat, je vais passer rapidement là-dessus. Et la diversité, c'est le nombre d'espèces différentes qui a été échantillonné, sachant qu'on n'a pas la richesse totale, parce qu'évidemment, on a travaillé sur une portion de la parcelle qui peut représenter une portion infime. Il y a des parcelles qui font 10, 20, 30, voire 100 hectares. Et on travaille, nous, sur au total 100 mètres carrés pour estimer cette richesse totale. Voilà, donc on a en plus des petits soucis parce que je vous ai dit, c'est des données collectées par des êtres humains qui sont faillibles. Et donc, normalement, il doit y avoir 100 quadrats, mais parfois, il n'y a pas 100 quadrats et ainsi de suite. Donc, il y a plein de petits bugs dont il vous parlera dans un instant. Et les questions auxquelles on a essayé de répondre, en fait, on a travaillé sur une modélisation successive. En fait, on part d'un modèle extrêmement simple, très fruste, dont on sait qu'il sera très très peu prédictif. Et dans ce modèle très simple initial, on va dire qu'on va prendre des paramètres de type le type de culture. Voilà, on a très peu de données, l'année. Et puis on va utiliser différentes méthodes de prédiction qui sont des méthodes linéaires d'une part et des méthodes de type réseau de neurones d'autre part. Et puis on va complexifier
progressivement ce modèle. Donc le premier modèle, il y a juste l'année, la culture et la phénologie des plantes qui ont été relevées. Et puis on va incorporer la connaissance de la flore des autres parcelles de la même culture qui ont été échantillonnées cette année-là. On va ensuite tenir compte de la distance à laquelle sont ces autres parcelles, parce qu'on sait que les plantes, même si ça ne disperse pas à pied, ça disperse quand même dans l'espace, ne serait-ce que parce qu'elles sont transportées par des animaux. Et puis après, on va incorporer des informations temporelles, puisqu'on a des données sur 5 ans, donc on peut imaginer utiliser l'information, par exemple pour le blé des années précédentes, à des distances variables. Donc là, ça sera même de l'information spatio-temporelle. Voilà, donc l'information spatio-temporelle. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, et je vais passer la parole à Stéphane, c'est un état des lieux de là où on en est, parce qu'on n'a pas encore fini l'ensemble de ce cheminement. Tu peux présenter celui-ci ? Bon, bonjour à tous, Stéphane Chauvin. Donc moi je suis directeur de l'IA Data de la société Scube qui est à Angoulême, à Bordeaux et à Niort. Et puis donc on a utilisé des outils et des méthodes de la société R2C Systems, donc des outils de datamorphisme. Alors comme a pu très bien l'expliquer Vincent, vous avez pu mesurer le niveau de complexité du sujet. De la data, il faut la manipuler avec grande précaution. Et typiquement, ce premier graphique peut vous donner un petit peu l'ampleur de la chose. Donc sur les 400 et quelques parcelles, ici vous avez toutes les plantes, donc avec des noms, je ne vous dis pas, il faut vraiment s'y connaître. Il faut vraiment être écologue pour reconnaître toutes ces plantes. Il faut vraiment avoir une expertise. Et puis, en ordonnée, vous avez l'abondance. Donc, c'est la somme de toutes les abondances, de toutes les plantes, des 400 et quelques parcelles. Et donc, vous voyez, ça forme une courbe, une belle courbe qui est logarithmique. Et c'est vrai que c'est un point de départ de la compréhension de, je vous rappelle ce qu'a dit Vincent, on essaye de déterminer a priori un niveau d'abondance et un niveau de diversité. Ce sont les deux grands paramètres sur lesquels on veut travailler et on veut avancer. Alors, tout à l'heure, j'étais à une conférence et j'ai entendu un monsieur parler de George Box qui dit qu'il n'y a pas de modèle juste, il n'y en a que quelques-uns qui sont utiles. Eh bien, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait notre cas. Vous allez voir donc nos résultats qui sont en devenir. Alors, donc typiquement ici, ce sont deux exemples de deux parcelles, à gauche et à droite. À gauche, c'est pour l'abondance et à droite, c'est pour l'abondance aussi. Et en fait, en bleu, vous avez la réalité terrain d'une parcelle et en rouge une estimation donc par la Log-Fisher qui nous permet donc d'estimer a priori la forme de la courbe. Et on a pu vérifier ça sur bien sûr beaucoup de parcelles et vérifier que cette approximation était juste. Alors ça a quand même demandé beaucoup de manipulation et vous pouvez voir une relation entre la richesse et l'abondance qui est linéaire par une liaison logarithmique. Ça veut dire qu'il y a vraiment un lien entre ces deux mesures. C'est-à-dire que plus la richesse va augmenter, plus il y aura une abondance qui va augmenter. Donc ceci, effectivement, comme le disait Vincent, c'est déjà connu depuis longtemps, mais avec ces mesures exceptionnelles, puisqu'elles sont sûrement uniques au monde, donc j'ai vraiment l'honneur de toucher à ces données-là, eh bien, on peut vérifier ces tendances qui sont déjà écrites dans plusieurs articles. Alors, pardon. Donc ce que l'on a fait, c'est, comme le disait Vincent, on essaye d'aller étape par étape. On va faire grossir le modèle de données. Alors d'abord juste avec une vision temporelle, avec très peu de données. Donc l'année, le libellé de la culture, et le stade végétatif, floral et du fruit des plantes, et la somme égale à 100%. Donc vous voyez, ça représente en fait très peu d'informations.
Donc ça, c'est le premier modèle. Vous verrez que les résultats sont pas bons, mais c'est notre premier niveau où on va pouvoir calculer le paramètre R2 d'approximation et d'estimation, voir à quel niveau on démarre. Et ensuite, cette première consolidation, eh bien, on va y ajouter les parcelles de même culture la même année. Ensuite, consolidation 3, c'est on va rajouter les indicateurs d'abondance et de richesse à ces parcelles. La consolidation 4, on va rajouter les parcelles les plus proches. Donc, on n'en met que 2. Alors là encore, c'est là où il va falloir qu'on fasse des progrès. Pourquoi 2? Pourquoi pas 3 pour toi? Pourquoi pas 4? Et en plus, il y a aussi un paramètre qu'on n'a pas encore utilisé, c'est une notion de distance. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les parcelles, ce sont des polygones qui ont des formes incroyables. Il y a même des parcelles qui sont coupées, il y a des routes à l'intérieur. Donc les mesures statistiques qui sont faites de chaque côté de la route, la route peut influencer, ou ne serait-ce que une petite baraque qui peut faire qu'il y a un changement de richesse et un changement d'abondance. Donc tous ces polygones, la distance entre les polygones n'est pas une chose simple. Donc il faut savoir manipuler de la donnée. Donc ça, c'était la consolidation 4 et la consolidation 5. C'est en fait tout le reste, plus les indicateurs des parcelles les plus proches. Donc là, on fait monter en croissance le modèle. Donc c'est pour ça qu'on utilise des outils de datamorphisme, parce que là, il faut être très très agile sur la modélisation. Tester toutes les hypothèses le plus rapidement possible pour retrouver le meilleur chemin. Alors, on n'en est que là, et Vincent vous a dit un petit peu vers où on veut aller. Donc on utilise 4 modèles. Alors en fait, il y a un modèle qui est en devenir. Alors non, là j'en ai bien que 4. Donc il y a le LAR, c'est une régression linéaire, une régression logistique. Le perceptron un perceptron qui va être uniquement dédié à l'abondance et un perceptron uniquement dédié à la diversité. Et un 4e perceptron qui, lui, va prendre le fait que l'abondance et la diversité sont liées par une log série. Donc voilà, je vous ai fait un petit dessin du perceptron. On utilise comme fonction de transfert, c'est très important, et d'ailleurs c'est la première fois que j'utilise des fonctions de transfert de ce type-là, puisque les autres ne marchaient pas, hein, les hyperboliques tangentes, les sigmoïdes, ça ne marchait absolument pas. Et donc il a fallu qu'on... Alors les Leaky rectified linéaires, ce sont des fonctions un petit peu strictes, mais elles marchent. Enfin, elles marchent mieux. On a testé donc, on évite de faire du surapprentissage. Donc là, du coup, les 3 couches, c'est la limite. Hein. On ne peut pas aller au-delà de 3 couches. Et puis, la méthode d'estimation des poids, très très classique. Enfin, très classique, celle-ci un peu sioux, puisque c'est un des derniers algorithmes qui a été pondu par Lequin il y a 2 ans. Donc il est programmé dans cet outil qui s'appelle, entre nous, il s'appelle Ginette, qui est une petite perle de réseau de neurones. Donc tout ça, on les teste sur d'abord 80% de toutes les parcelles qui ont les 25 quadrats. Comme l'a dit Vincent, il y a eu des erreurs, il y a 79 parcelles qui n'ont pas les 25 quadrats. Donc on a essayé de les redresser avec les lois qu'on a trouvées précédemment. Donc on regarde la robustesse, on les teste sur les 79 parcelles qui ont été redressées, qui n'ont pas été redressées, et les 79 qui ont été redressées. Et on va voir le comportement des modèles. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de modèles, plein de combinaisons, qu'il faut être clair dans sa tête pour bien avancer et surtout progresser et surtout démontrer ce que veut démontrer Vincent, c'est que plus on va apporter de l'information pertinente, plus les modèles vont progresser dans leur capacité à prédire. Donc là, on est quand même assez content, là, juste pour le LARS, on voit bien que donc, là, ça c'est la vision temporelle T, donc très peu de données. Donc là, vous pouvez voir
qu'on on a un niveau de corrélation très très faible, 0,1, mais qu'à chaque fois qu'on rajoute de l'information, eh bien, donc quand on rajoute la culture année plus les indicateurs, plus le spatial année, plus le spatial année distance, eh bien, on monte. Donc ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que là, l'ajout de l'information apporte un niveau prédictif. Par contre, quand on arrive à un R2 à 0,25, bien sûr, le modèle n'est pas du tout validé. Et ce n'est pas l'objectif de la chose. Donc on l'a fait pour l'abondance et pour la diversité. Et puis, ici, donc, on balance tous les modèles. Donc, globalement, alors vous avez ici, en fait, c'est les réseaux de neurones qui globalement, apportent un R2 significativement intéressant, surtout lorsqu'on arrive au niveau spatial année. Donc ça, c'est très bien. Par contre, spatial année avec la distance, les réseaux de neurones s'effondrent un petit peu. On pense qu'on a une problématique de modélisation et surtout une problématique de distance entre les polygones. Comme je vous disais, les polygones, ils peuvent être coupés par des routes, ils ont des spécificités. On a toutes ces données-là, on ne les a pas encore intégrées, mais il va falloir sûrement qu'on les intègre pour améliorer la performance du dernier modèle. Ceci dit, les réseaux de neurones, on s'en satisfait pas mal parce que vous pouvez voir des résultats d'approximation sur les données d'apprentissage. Donc là, les modèles linéaires sont pas très bons, c'est clair, alors que les réseaux de neurones, eh bien, sur le perceptron simple et le perceptron double, là, on a quand même des résultats prédictifs qui sont de très bonne qualité. Alors, la grande question, ne sommes-nous pas dans le surapprentissage? Nous le sommes. Alors, vous allez voir juste après, mais le truc, c'est qu'on sait résoudre la problématique du surapprentissage, c'est-à-dire que quand vous apprenez sur la base d'apprentissage et que votre base de validation commence à dériver, il faudrait stopper l'apprentissage, et là, on aurait une meilleure robustesse. Donc, on en est encore là, à devoir tester ce surapprentissage. Donc là, pareil, on reste quand même de bonne facture au niveau de la diversité, sauf les modèles linéaires. Le LARS, le lasso, n'est pas si mauvais que ça. On pourrait s'attendre à pire que ça. Et puis, alors j'ai d'autres éléments sur la robustesse. La robustesse, ils ne sont pas si robustes que ça. C'est normal, on a quand même peu de données, on a peu de parcelles. On réfléchit à ne plus vouloir faire de la prédiction au niveau de la parcelle, mais peut-être faire des groupements de quadras, voire au niveau du quadrat. Donc là, peut-être qu'au niveau statistique, on pourra s'améliorer, mais je pense que Vincent pourra encore vous apporter d'autres informations plus précises. Et puis, par contre, sur la robustesse, vous voyez bien que là, ça devient très compliqué. Et puis, c'est la robustesse sur la diversité. Et puis, les perspectives, eh bien, on pense, enfin nous, ce que l'on voudrait, c'est que je vais dans un champ à Bordeaux, je mesure sur 1 ou 2 mètres carrés la diversité avec des experts botanistes et je suis capable de pouvoir estimer une biodiversité. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif. On est en cours de le faire grâce à ces données qui sont assez exceptionnelles. On pense que le redressement statistique, on se pose la question, est-ce que le redressement statistique des parcelles qui ont été mal complétées dans la mesure, est-ce que ce redressement, est-ce qu'il est valable? On se pose cette question-là. Les modèles linéaires, on pense qu'on va les abandonner. Et puis, en vision spatiale, on a encore beaucoup de progrès à faire. En vision temporelle aussi. Il y a toutes les nouvelles données. On pense aussi aux données des insectes qui peuvent être mises à profit. Et puis, il y a aussi un autre indicateur qui s'appelle l'occurrence, qui va être mis sur la table
pour essayer de faire ces prédictions. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors, oui, alors est-ce que la vision temporelle peut être prise en compte par des réseaux de convolution? C'est ça, hein, globalement, votre... C'est ce qu'on fait. Ben, oui, non, mais le monsieur disait, si on met toutes les parcelles les unes ensemble. Ah, En fait, on n'a pas des relevés sur toutes les parcelles. Bah, enfin, si on met une carte continue, mais qu'on n'a pas des points d'information continue, je ne sais pas trop à quoi ça... Alors, oui, ça va. Non, non, mais enfin, en fait, ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que l'utilisation des réseaux de neurones, là, c'est une première dans ce type de questions. On a déjà beaucoup creusé tout ce qui est modèle linéaire, des modèles généralisés, additifs, des gammes spatiaux. En gros, on ne dépasse jamais 40% de déviance expliquée dans les modèles. Voilà, donc là, l'idée, c'est de voir si on va beaucoup plus loin que les réseaux de neurones. Alors, pour la partie temporelle, on n'a que 5 ou 6 années de profondeur, donc on ne va pas faire des séries temporelles, en tout cas, je ne pense pas. Par contre, pour le spatial, on peut imaginer des choses beaucoup plus complexes, en continu, en discontinu. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais... Moi, j'ai une question plus générale, mais qui est une question. Nous, on forme les étudiants, hein, donc à l'IA, donc c'est vachement intéressant de voir jusqu'où on peut aller. Et la question qui se pose pas et qui se pose quand on est dans le réel, c'est à quel moment on se dit qu'il nous manque des données pour faire de la prédiction. Voilà. Il en manque toujours. Bon, là, en fait, on se base beaucoup quand même sur les théories écologiques qui sont assez riches malgré tout, même si elles ne sont pas capables de prédire très loin parce que les phénomènes sont très complexes et sont très durs à capturer. Donc là, on a présenté un certain nombre de couches qu'on peut ajouter. On a aussi effectivement la couche des sols. Voilà. Et puis, on arrivera à un plafond. Voilà, il manquera... Là, par exemple, il n'y a aucune interaction biotique de type compétition, les prédateurs des fleurs ou des graines. Rien de tout ça n'est rentré pour l'instant dans le modèle. Et si on voulait arriver à une compréhension fine, probablement qu'il faudrait aussi passer par là. Donc, la question, je la comprends, mais on est devant un mur, en fait. Voilà, et on essaye avec un minimum de données, c'est une question de parcimonie, d'avoir un maximum de caractères prédictifs. Et juste en faisant les modèles, ben, on a des idées. Et puis tout récemment, c'était la semaine dernière, j'ai dit mais si on rajoutait cette information, si sur les parcelles, on a le nombre des 25 quadrats, et pour les parcelles où on n'a pas les 25 quadrats, le mettre en paramètre en disant oh je suis sûr que ça va être super explicatif. Catastrophe. C'était une catastrophe, ça a mis du bruit. Donc là, on est vraiment dans le test. Hein.
la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne met pas des capteurs, par exemple, de météo pour prédire les données de flore? Parce que ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, elles sont... Alors, très localement, une météo ultra locale peut-être prédire l'abondance d'une espèce plutôt qu'une autre, mais à grande échelle, ça ne marchera pas du tout. Donc, non. Là, de toute manière, il n'y a pas de capteur pour identifier et compter ces espèces pour l'instant. Donc, on est obligé d'aller dans les parcelles déjà. Et après, on peut imaginer de mettre... mais la météo ne marchera pas pour les plantes. En tout cas, pour les insectes, un peu plus, mais pas pour les plantes.